Ce 19 octobre, nous sommes toutes ensemble devant le palais de justice contre les violences sexuelles. Procès des violeurs de Mazan, révélation sur l'abbé Pierre, viol suivi du meurtre de Philippine. Chaque jour qui passe nous montre à quel point la culture du viol imprègne notre société et à quel point l'impunité des agresseurs est forte. Infirmiers, chanteurs, abbés, médecins, employés, acteurs. Il n'y a pas de profil type du violeur. Celui-ci est un monsieur tout le monde. Ces violences sont perpétuées à 96% par des hommes qui mettent en place des stratégies spécifiques pour arriver à leur fin, dont la soumission chimique au cœur du procès des violeurs de Mazan actuellement. Certains et certaines récupèrent le viol et le meurtre terrible de Philippine, non pour demander des actes et des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment ici, la prévention de la récidive, mais pour exiger plus de répression à l'encontre des étrangers. De fait, leur but n'est pas de défendre les femmes, ni de lutter contre le patriarcat. Ils instrumentalisent la lutte contre les violences faites aux femmes pour servir leurs objectifs racistes et anti-immigrés. Nous leur disons que nous ne sommes pas dupes. La cause des femmes ne servira pas à leur projet politique xénophobe. Mais face à la révolution MeToo, où est la révolution institutionnelle? Contre l'impunité qui progresse au lieu de régresser, pour que la justice soit enfin rendue aux 94 000 victimes de viol, 94 000 victimes de viol et de violences sexuelles chaque année en France, pour que les victimes soient renforcées dans leurs droits, protégées et non maltraitées, pour que leurs paroles ne soient pas systématiquement déniées, pour qu'enfin les institutions soient à la hauteur du courage des victimes, pour que les corps des femmes et des enfants cessent d'être considérés comme mis à disposition des agresseurs qui agissent en toute impunité. Pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles et 2,6 milliards d'euros par an en France contre les violences, dont 332 millions dédiés à la lutte contre les violences sexuelles. Le 14 septembre, nous avons été plusieurs dizaines de milliers à montrer notre colère à l'encontre de ce système qui reproduit les violences et les légitime, et notre solidarité avec toutes les victimes partout en France. Ce 19 octobre, nous sommes à nouveau unis et mobilisés par ces rassemblements et ces chaînes humaines devant tous les palais de justice, pour montrer que nous sommes déterminés à mettre un terme aux violences sexuelles. Agression sexuelle. À 7 ans, un pote de mon père a mis sa main dans ma culotte le soir de Noël en me demandant si j'aimais ça. Ce soir-là, j'ai enfermé ma petite sœur à clé dans le placard pour qu'il ne la touche pas. Quand je déposerai plainte, à 14 ans, elle fut classée. Mon père a dit aux enquêteurs, elle fait ça pour foutre sa merde. Exhibition sexuelle. C'est devant l'école primaire de ma petite sœur que j'ai vu une bite pour la première fois. Un type se masturbait dans la rue en marchant devant ma copine et moi. Nous avons foncé au commissariat pour alerter. La police appellera nos parents. Son père la frappera pour avoir regardé. Agression sexuelle. À 16 ans, un mec d'une vingtaine d'années a éjaculé sur mon t-shirt en me demandant de le regarder. J'étais sidérée. Je suis rentrée honteuse et silencieuse. J'ai jeté mon t-shirt. Viol. À 18 ans, j'ai été violée par 3 hommes. Je n'ai pas porté plainte. J'avais peur qu'on me reproche d'avoir bu. J'ai gardé le silence. Harcèlement. À 20 ans, j'ai essayé de porter plainte contre le mec que je venais de quitter de 14 ans, mon aîné, et qui me suivait à toute heure du jour et de la nuit dans la rue. On a refusé ma plainte. Les policiers ont rigolé. Harcèlement sexuel. Étudiante à Paul Valéry, je ne dormais jamais dans ma cité Hude-Verbois. J'avais peur d'être agressée le soir. Déjà, la journée, des pères de famille en scénique me suivaient pour me proposer du fric contre une pipe. Je ne vais jamais dans ce quartier. Outrage sexuel. Avec mes enfants au supermarché, un mec m'a dit qu'il m'enfilerait bien. Le vigile m'a reproché mon esclandre et qu'une femme doit se tenir. Viol. À 32 ans, j'ai déposé plainte pour viol conjugaux. Le policier qui m'a reçu, ici à Montpellier, m'a demandé si j'avais joui, si j'avais eu besoin de lubrifiant, puis il m'a lu la plainte d'une femme déposée le matin même, violée dans un couloir par un homme qu'elle a mordu. Ça, c'est un vrai viol, m'a-t-il dit. Ses collègues, lors de mes multiples autres auditions, m'ont reçu dans un bureau avec calendrier de lingerie au bad, au mur.
Suite à l'enquête de police, aux 48 heures de garde à vue de mon agresseur, aux centaines de pages de messages de preuves que j'ai fournis, ma plainte est toujours, et depuis 1 an aujourd'hui, en attente d'orientation du parquet. Mais je ne suis pas la seule. Viol. Quid de mon ami qui, à 4 ans, s'est fait enfiler des bâtons dans l'anus par ses cousins, acte qualifié de jeu d'enfant sans mauvaises intentions. Viol. Quid de mon amie violée par son entraîneur alors qu'elle était mineure, qui a vécu une situation d'amnésie et à qui on a reproché, une fois que les souvenirs sont remontés et qu'elle a porté plainte, de ne penser qu'à ça. Agression sexuelle. Quid de mon amie embrassée et pelottée par son grand-père le soir de ses 18 ans? Toutes les femmes de la famille savaient. Viol. Quid de ma collègue qui m'avouera en pleurant que son copain l'a sodomisée sans son accord et avec une violence telle qu'elle a eu des points de suture. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Viol sur mineur. Quid de mon ami violé par le meilleur pote de son père des dizaines de fois, qui aura le courage infini de dénoncer à l'âge de 10 ans et qui verra son agresseur exempté de peine pour maladie. 10 ans après la condamnation, lui vivait, elle pleurait. Tentative de viol. Quid de mon amie dont le mari a tenté de la violer dans le lit et en présence de leur fille de 2 ans et demi, le soir où elle a annoncé qu'elle le quittait. Amie qui portera plainte et dont l'entourage dira « Quand même, portez plainte contre le père de ses enfants ». Je pourrais continuer cette liste indéfiniment, mais je vous apprendrai rien de ce que vous, femmes, savez déjà. Ces histoires nous habitent. Elles sont les confidences entre amis à l'adolescence. Elles sont les mots lâchés autour d'un verre entre copines quand les enfants dorment. Elles sont les mots d'une maman à sa fille. Ces histoires racontent que nous parlons depuis toujours, mais qu'on ne nous entend pas. Qu'on nous reproche cette parole qui vient briser l'omerta. Qu'on nous accuse souvent de mensonges, mais doit-on encore rappeler ce que ça coûte de parler, de porter plainte, les coûts psychologiques, physiques, économiques, sociaux, familiaux? Qui sera assez fou pour s'imposer ça? Et pourquoi? De quoi ont peur ceux qui refusent de nous croire? On nous reproche de parler trop tard, on nous reproche de parler trop, on nous reproche d'avoir bu, on nous reproche d'être trop peu vêtus, on nous accuse de l'avoir mérité, on nous reproche de ne pas nous être débattus, de ne pas avoir crié, on nous reproche de porter plainte ou de ne pas l'avoir fait, on nous reproche de porter plainte contre un mec bien, on nous reproche de nous venger, on nous reproche de l'avoir suivi, on nous reproche d'exister, on nous reproche qui l'on est. Ce discours-là, il ne vient pas que de la police et pas que de la justice, il vient de ceux à qui l'on a osé se confier et en qui on a confiance. La famille, les amis, ces mots brisent. Nous portons tous collectivement la responsabilité de briser, de n'avoir pas été entendus. Pourtant, parler est l'acte le plus puissant que nous pouvons faire, car parler permet à d'autres de mettre les mots, de réaliser et de se sentir comprises. Parler, c'est dire aux autres qu'on les croit. Parler, c'est mettre hors d'état de nuire, c'est protéger les suivantes. Parler, c'est n'être plus jamais seul. Mais encore faut-il parler aux bonnes personnes. Nous avons tous collectivement le devoir d'être de ceux qui écoutent, qui croient, qui tendent la main et se battent. Et cela inconditionnellement, même quand l'accusé est un frère, un cousin, un ami, un acteur qu'on aime bien, un homme qu'on trouve sympa, un père ou un mari.